Plongée dans la peur. Dans le prologue captivant de cette histoire, nous sommes transportés à Océanopolis de Brest en mars 2015, où la fascinante et terrifiante présence des requins est au cœur de l'expérience des visiteurs. Lucas, un jeune garçon, ressent une peur intense en voyant ces prédateurs majestueux, tandis que son père, Philippe, éprouve une fascination mêlée d'inquiétude. Alors qu'un plongeur s'aventure dans l'aquarium pour collecter des dents de requin, une tension palpable s'installe lorsque celui-ci se blesse délibérément, attirant l'attention des squales. Le spectacle macabre. Le public, partagé entre l'incrédulité et l'excitation, assiste à un spectacle macabre lorsque le sang du plongeur attire les requins, déclenchant une attaque brutale. La scène devient rapidement chaotique, avec des cris et des tentatives de fuite alors que la violence de la nature se déchaîne. Philippe et Lucas, piégés au milieu de la foule, sont témoins d'un drame horrifiant qui marquera leurs esprits à jamais. Une exploration de la nature humaine. Cette introduction pose les bases d'une exploration poignante de la peur, de la fascination et de la brutalité de la survie dans le règne animal. Résumé du chapitre 1. Dans la banlieue sud de Paris, à Athis-Mons, le récit se déroule environ 6 mois après un événement marquant. Lucie Hennebel se remémore son oncle Anatole, passionné de maquettes d'avions, qui a laissé un héritage chargé de souvenirs. 30 ans après sa mort, Régine, sa compagne, lui remet une pochette à élastique contenant des documents liés à la dernière affaire de son oncle, la disparition d'une jeune femme de 20 ans, Laetitia Charland. Lucie, qui n'était pas au courant de cette affaire, découvre des photocopies de procès-verbaux et des photos, dont celle de Laetitia, ainsi qu'un homme, Julien Ramirez, qui semble lié à l'enquête. Ce mystère la plonge dans une nouvelle réalité, entre souvenirs d'enfance et enquête criminelle. Un homme au visage marqué par la vie, avec un passé criminel, avait purgé une peine pour agression et tentative de viol. Il vivait près de la ville du Bois, dans une maison isolée. Un bloc de silicone bleu, reçu par la poste une semaine avant son décès, suscitait des interrogations. Lucie découvrit qu'il avait été utilisé pour mouler une clé, probablement celle de la maison d'un certain Ramirez. Des photos prises discrètement révélaient une camionnette stationnée près de l'habitation de Ramirez, laissant entendre qu'Anatole était impliqué dans des activités suspectes. Les intentions d'Anatole et les circonstances de sa mort demeuraient mystérieuses. Dans une enquête troublante, Lucie découvre des révélations sur son oncle Anatole, qui prétendait passer ses soirées au club de billard. En réalité, il surveillait Julien Ramirez, un suspect lié à la disparition de Laetitia Charland, une jeune femme placée chez une famille d'accueil. Alors qu'elle discute avec Régine, qu'il a appelée pour évoquer des découvertes sur Anatole, Lucie réalise qu'elle ne comprend pas entièrement l'affaire. Laetitia, disparue depuis environ 4 mois, ne rentre pas d'un centre pour jeunes, ce qui pousse le commissariat à ouvrir une enquête de disparition inquiétante. L'enquête est rapidement confiée à l'Office central chargé des disparitions inquiétantes de personnes, OCDIP, où des milliers de cas s'accumulent. Laetitia, d'origine réunionnaise et instable, est vue comme une fugueuse potentielle. Lucie s'interroge sur la vérité que son oncle lui cache, alors qu'elle apprend que celui-ci était impliqué dans des recherches plus complexes que ce qu'il avait laissé entendre. La tension monte alors que les détails de cette affaire criminelle se dévoilent, révélant des liens et des enjeux plus profonds que prévu. L'enquête sur la disparition de Laetitia. La disparition de Laetitia laisse une empreinte profonde sur ceux qui la côtoyaient. Des gens bien, se sentant responsables de ce qui est arrivé, continuent de la voir plusieurs fois par semaine dans leurs pensées. Laetitia était une jeune femme appréciée, et son absence se fait cruellement sentir. Lucie, à 42 ans et avec seulement 18 ans d'ancienneté dans la police, ressent déjà le poids de son métier, qui semble avoir contaminé tous les aspects de sa vie. Son partenaire, Franck Charcot, avec ses 27 ans d'expérience en criminel, n'arrange pas la situation. Malgré cela, l'oncle de Lucie, ancien flic, se lance dans une enquête personnelle, déterminé à découvrir la vérité. L'oncle interroge les voisins, malgré les tensions que cela provoque dans sa propre vie. Son entêtement finit par porter ses fruits lorsque, après 3 semaines, 2 témoignages concordants révèlent la présence d'une camionnette de chantier grise à proximité des lieux de vie de Laetitia. Cette camionnette, identifiable par le sigle « Batima », appartient à Julien Ramirez, un artisan ayant un passé criminel. Malgré les découvertes, les autorités ne trouvent rien de compromettant contre Ramirez, qui justifie sa présence en affirmant qu'il faisait du porte-à-porte pour promouvoir son entreprise. Le mystère de la disparition de Laetitia demeure entier, laissant planer une tension palpable sur l'enquête et sur ceux qui l'entourent. Laetitia, disparue depuis 4 mois, n'avait aucun lien connu avec Julien Ramirez, un homme dont un client a confirmé qu'il se trouvait à 30 km de l'endroit de l'enlèvement.
En conséquence, les autorités parisiennes n'ont pas jugé nécessaire de perquisitionner, et Ramirez n'a jamais été placé en garde à vue. Cette situation a profondément affecté Anatole, l'oncle de Lucie. Régine, la tante de Lucie, découvre une pochette contenant des éléments compromettants sur Ramirez, dont une copie d'un dossier de procédure pénale datant de 2008. Elle partage ses inquiétudes avec Lucie, suggérant que Ramirez n'a peut-être pas agi seul et qu'il pourrait avoir un complice. Régine exprime l'espoir que Laetitia soit encore en vie, craignant qu'elle soit retenue captive. Lucie est sollicitée pour examiner les recherches de son oncle et envisager de relancer une enquête au sein de la police. Bien qu'elle soit réticente, elle accepte d'explorer la situation, tout en insistant pour que sa tante ne divulgue rien à personne, y compris à sa mère et à Franck, son partenaire. Ce résumé met en lumière l'engagement de Lucie face à une affaire complexe et délicate, ainsi que le soutien indéfectible de sa tante, alors qu'elle lutte contre l'inaction des autorités et cherche la vérité sur la disparition de Laetitia. Chapitre 2. Le cœur d'une mère, l'instinct d'une policière. Lucie termine une lecture des 3 petits cochons à ses jumeaux, Adrien et Jules, ce dernier étant particulièrement sensible et craintif. Après avoir assuré le rituel du coucher, Lucie retrouve son partenaire, Franck Charcot, dans la cuisine. Franck, un policier chevronné, se prépare pour une nouvelle journée après avoir arrêté un suspect dans une enquête de double homicide, une victoire qui ravive son enthousiasme pour son travail, malgré les défis d'une carrière éprouvante. Alors qu'il se prépare, Lucie l'encourage à poursuivre son enquête, espérant que leurs efforts ne seront pas vains. À 54 ans, Franck continue de faire face à la violence et à la misère, mais sa détermination demeure intacte, renforcée par son amour pour sa famille. Lucie l'accompagne jusqu'à la porte de leur maison à Sceaux, illustrant le contraste entre leur vie familiale paisible et la dure réalité de son métier. Dans un cadre familier et intime, Lucie se prépare à une soirée hors de l'ordinaire, loin de son foyer, mais cette distance est une barrière contre les intrusions extérieures. Son compagnon, Charcot, un homme prudent et stratégique, lui rappelle de rester vigilante. Lucie, déterminée à ne pas laisser le sommeil l'emporter, s'engage dans un film suivi d'une lecture, tout en attendant un message crucial de Dulac. Avant de quitter, elle confie ses enfants à Jaya, leur nounou, en lui prodiguant des instructions précises, marquées par une tension sous-jacente. Armée de son Sig Sauer 9 mm, elle part en quête de vérité, consciente des dangers qui l'attendent. Au fil de son trajet, Lucie revisite les événements récents, scrutant les découvertes faites sur Julien Ramirez, un individu au passé trouble, mélangeant violence et mystère. Les notes de son oncle Anatole dévoilent un personnage dangereux, un papillon de nuit, aux comportements inquiétants. La gravité de ses actes passés, incluant une tentative de viol, s'entrelace avec l'ombre d'une jeune femme gothique, ajoutant une couche supplémentaire de mystère à l'affaire. Lucie se retrouve donc dans une spirale d'angoisse et de détermination, prête à déterrer des secrets enfouis. Lucie s'immerge dans un dossier criminel troublant, révélant les sombres antécédents de Julien Ramirez, un individu ayant échappé à une tentative de viol grâce à son instinct de survie. Les expertises psychiatriques évoquent un trouble rare, le syndrome de Renfield, qui avait poussé Ramirez à développer une obsession malsaine pour le sang, allant jusqu'à pratiquer l'autovampirisme et la zoophagie. Ces actes déviants culminent avec son arrestation dans une boucherie, illustrant son caractère perturbé. Les notes laissées par son oncle, truffées de questionnements et d'indices, éveillent la curiosité de Lucie. Elle ressent un besoin urgent d'enquêter sur les mystères entourant la vie de Ramirez, notamment des bruits étranges mentionnés dans ses écrits. Déterminée, Lucie décide de se rendre sur le terrain pour évaluer la situation par elle-même. Après une demi-heure de route, elle atteint Saules-les-Chartreux, où elle identifie le domicile de Ramirez. Un bâtiment austère, sans vie, se dresse devant elle. Pour minimiser les risques, Lucie met en œuvre son plan en dégonflant une roue de sa voiture, assurant ainsi l'absence temporaire du propriétaire. S'avançant prudemment dans l'allée négligée, elle scrute les lieux, consciente que chaque détail pourrait révéler des éléments cruciaux pour son enquête. Sa détermination à découvrir la vérité la propulse dans un monde de dangers et de secrets inavoués. Lucie, en proie à l'angoisse, se retrouve devant la maison de Ramirez, hésitant entre l'idée de frapper à la porte pour demander de l'aide après une crevaison ou de se lancer dans une exploration risquée. Alors qu'elle constate l'absence de toute lumière, son inquiétude grandit. Déterminée à poursuivre son enquête, elle se remémore le travail de son oncle, qui avait déjà sondé les lieux sans succès, mais elle n'est pas prête à abandonner. Préparée, elle se munit d'une bombe anti-crevaison, regonfle son pneu et cache sa voiture près du bois. Enfilant des gants et un bonnet noir pour dissimuler son identité, elle attend le moment propice pour entrer. Utilisant une clé moulée, elle pénètre dans la maison, consciente qu'elle enfreint la loi et risque sa carrière, mais la curiosité l'emporte sur la peur. Une fois à l'intérieur,
le verrouillage de la porte ne lui apporte aucune sécurité, mais renforce plutôt son sentiment d'être piégé dans une situation périlleuse. Visage du danger, Lucie et Ramirez. Chapitre 3. Dans une atmosphère tendue, Lucie allume sa lampe stylo, révélant une vieille tapisserie des années 1970 et un carrelage désuet, tandis que des ampoules nues éclairent la pièce. L'unique décoration se compose de quelques photos de Ramirez, posant fièrement avec sa GSX-R 750. Lucie, habituellement à l'aise avec la tension inhérente à son métier de flic, se retrouve en proie à une anxiété persistante, redoutant une rencontre inattendue avec Ramirez. En inspectant rapidement le salon, elle remarque le désordre ambiant, des fauteuils usés, une télévision neuve, des canettes de bière vides et des dessins étranges. Pas le temps de fouiller davantage, elle se dirige vers la cuisine, où l'odeur de nourriture rance et le désordre règne. Son téléphone l'attire de ses pensées avec un message de Charcot, l'informant que Dulac a divulgué des informations avant son arrivée. Ce message l'angoisse davantage, car elle sait que Franck pourrait revenir bientôt à la maison. S'avançant dans le couloir, elle découvre une cave, un lieu qui suscite en elle une peur enfantine. Malgré son expérience, elle doit surmonter son appréhension pour descendre. Alors qu'elle progresse, une lamentation stridente lui vrille les tympans, un cri d'enfant qui résonne comme un écho de souvenirs troublants. Ce moment de tension cristallise le défi qu'elle doit relever, à la fois personnel et professionnel. Sous le poids de la terreur. Chapitre 4. Lucie avançait, chaque pas la plongeant un peu plus dans l'obscurité oppressante de la cave de Ramirez, ce dangereux individu dont les rumeurs suffisaient à glacer le sang. Armée de son Sig Sauer, elle ressentait une pression écrasante sur sa poitrine, consciente qu'elle avait fait une erreur monumentale en s'aventurant seule dans ce repère. Sa descente dans les profondeurs fut brusquement interrompue par une chute inattendue. Elle perdit l'équilibre et dévala 5 marches, la douleur au coude lui rappelant la gravité de sa situation. Mais elle se redressa, déterminée, malgré la souffrance qui irradiait de son bras. En explorant la cave, elle fit face à un environnement sordide, un capharnaüm de désordre. Des outils rouillés, des bouteilles vides s'accumulant, des cages abandonnées, et un miroir fendu qui semblait refléter la folie ambiante. Les hurlements, à la fois humains et animaux, résonnaient autour d'elle, nourrissant son imagination déjà tourmentée. Puis, au détour d'un tas d'objets, son regard se posa sur une cage. À l'intérieur, un chat, entièrement rasé, tremblait, ses grands yeux translucides brillant d'une lueur désespérée. Son cœur se serra à cette vision. Mais tout à coup, l'ombre de Ramirez surgit, menaçante. Il l'attaqua, l'écrasant sous une bâche, sa voix rauque résonnant dans l'obscurité, « Je vais te finir, salope !» Lucie se débattait, mais ses forces commençaient à l'abandonner peu à peu, alors qu'elle luttait pour respirer. Chaque seconde semblait une éternité. Alors que la lumière de la vie commençait à s'éteindre, des visages familiers lui apparurent dans un dernier éclat de lucidité. Franck, Jules, Adrien, sa mère. Ses souvenirs, à la fois réconfortants et déchirants, lui rappelaient tout ce qu'elle avait à perdre. Ce chapitre intense met en lumière la lutte entre la vie et la mort, révélant l'ampleur de la peur et du désespoir de Lucie face à une menace palpable, laissant le lecteur haletant, suspendu à l'issue de ce combat désespéré. Chapitre 5. L'anagonie. Lucie se retrouve confrontée à une situation désespérée. Dans un ultime effort pour échapper à la menace qui pèse sur elle, elle saisit son arme, frôle le métal froid, et dans un geste instinctif, tire au jugé. Le sang éclabousse la bâche, et la pression qui l'écrasait se relâche, lui permettant de se libérer. Avec difficulté, elle chasse le plastique de son visage et aspire l'air de ses poumons, luttant pour retrouver son souffle. Ramirez, son agresseur, gît contre le mur, inanimé, une lourde blessure au cou. Lucie se penche, découvre qu'il n'a plus de pouls et réalise l'ampleur de ce qu'elle vient de faire. Abasourdie, elle peine à saisir la rapidité des événements. Elle se demande si tout cela n'est qu'un cauchemar et espère un retour à la réalité, mais la vérité est implacable. Elle a commis un homicide en dehors de toute procédure, et elle sait qu'elle devra en assumer les conséquences. La tête entre les mains, Lucie s'interroge sur l'avenir de ses jumeaux, craignant de les perdre également. Alors qu'elle est plongée dans ses pensées, la sonnerie de son téléphone, résonnant comme un cri à travers les murs, la tire de son état d'errance. À l'autre bout du fil, une voix s'inquiète de son sort, mais elle n'a pas la force de cacher la vérité. Dans un souffle, elle confie « Je viens de tuer un homme ». Ce moment de révélation marque une rupture tragique dans sa vie, laissant entrevoir la profondeur de son désespoir et les conséquences de ses actes. Entre vie et mort.
Chapitre 6. Frank Charcot est plongé dans un état de choc après avoir reçu un appel de Lucy, lui révélant qu'elle a tiré et tué un homme. Alors que son esprit lutte pour assimiler cette information, il réalise que tout ce qu'il a construit avec Lucy est menacé. Déterminé à la sauver et à préserver leur bonheur, il se précipite vers la maison où elle se trouve, son cœur lourd de souvenirs de leur perte passée. À son arrivée, il fait preuve de professionnalisme, gardant son sang-froid malgré la gravité de la situation. Il découvre Lucy, visiblement bouleversée, et la prend dans ses bras. Après s'être assuré qu'elle n'a pas été blessée, il l'interroge sur les événements qui ont conduit à ce drame. Lucy, encore sous le choc, lui explique comment elle a été entraînée dans cette situation tragique, évoquant des détails sur l'enlèvement d'une jeune fille, Laetitia, et les circonstances qui l'ont poussée à entrer dans la maison de l'homme qu'elle a tué. Frank explore ensuite la scène de crime avec Lucy, découvrant les restes du cadavre de Ramirez, le meurtrier présumé. Charcot scrute les lieux, cherchant des indices tout en essayant de garder son calme. Il réalise rapidement que la situation est complexe et qu'ils doivent agir avec prudence. Les preuves sont critiques, notamment la balle tirée de l'arme de Lucy, qui pourrait les incriminer tous les deux. Alors qu'il examine le corps, il commence à comprendre que la balle tirée par Lucy pourrait être un élément déterminant dans l'enquête qui s'ensuivra. Il lui demande des détails sur la position dans laquelle elle se trouvait lors du tir, mais Lucy est submergée par la peur et la culpabilité. Charcot, conscient de la gravité de leur position, lui rappelle l'importance de rester unis et de protéger leur famille. Les tensions montent alors que Lucy commence à douter de la culpabilité de Ramirez. Elle remet en question les actes de l'homme qu'elle a tué et s'interroge sur ses intentions. Charcot, bien que touché par ces questionnements, insiste sur le fait qu'ils doivent se concentrer sur la recherche de la douille perdue, une preuve qui pourrait les relier à ce meurtre. Au fur et à mesure que le chapitre progresse, une atmosphère de désespoir et de tension palpable s'installe. Les deux protagonistes se retrouvent dans une lutte non seulement pour échapper à la police, mais aussi pour préserver leur famille d'une tragédie encore plus grande. Lucy est hantée par ses doutes et ses regrets, tandis que Charcot fait tout pour garder le contrôle de la situation. Finalement, alors que leurs recherches se révèlent infructueuses, Charcot propose des solutions de plus en plus désespérées, mettant en lumière l'ampleur du dilemme moral auquel ils font face. Il comprend que chaque décision qu'ils prendront pourrait sceller leur destin et affecter l'avenir de leurs enfants. Ce chapitre met en avant les thèmes de la culpabilité, de la survie et des sacrifices que l'on est prêt à faire pour ceux que l'on aime. Le lecteur est laissé dans l'incertitude, partagé entre l'angoisse de Lucy et la détermination de Charcot, alors qu'il navigue dans un monde où les choix tragiques peuvent avoir des conséquences irréversibles. Chapitre 7. Manipulation mortelle. Lucy est accablée par la gravité de la situation et exprime son horreur face à l'idée que Frank Charcot propose. Elle refuse catégoriquement l'idée de manipuler les preuves d'un crime aussi grave qu'un homicide. Cependant, Charcot, déterminé et pragmatique, lui explique que le timing est opportun. Leur équipe a récemment bouclé une affaire de double homicide, et il envisage de récupérer cette nouvelle enquête si le corps est retrouvé rapidement. Frank explique son plan. Il compte échanger la douille retrouvée sur la scène de crime avec une autre, afin de contrôler les éléments de preuve. Bien qu'il soit conscient des risques, il croit fermement que leur expérience et leur connaissance des procédures policières leur permettront de tromper les enquêteurs. Lucy, bien qu'inquiète, commence à comprendre la logique de Charcot, même si elle reste sceptique quant à la faisabilité de son plan. Le ton devient plus intense lorsque Charcot révèle qu'il a l'intention de manipuler les analyses balistiques en fournissant une douille d'une marque différente de celle utilisée par la police. Il a confiance en ses capacités à orchestrer la scène de crime de manière à ce que les enquêteurs ne se doutent de rien. Lucy, cependant, est hantée par le doute, se demandant si l'homme tué, Ramirez, n'était pas innocent. Elle est tourmentée par la nécessité de croire que son acte de violence était justifié, que Ramirez avait été un danger pour Laetitia. La tension monte alors que Lucy s'éloigne, réalisant que Charcot est déterminé à mener son plan à bien, quoi qu'il en coûte. Charcot, quant à lui, se prépare à mettre son plan en action. Il commence par déplacer le corps de Ramirez pour dissimuler les preuves du véritable lieu du meurtre. Conscient des implications de ses actions, il se transforme en un manipulateur froid et calculateur, prêt à tout pour éviter que la vérité n'éclate. Le chapitre décrit en détail la manière dont Charcot arrange la scène, s'assurant que le corps ne montre aucune trace de manipulation et que les indices sont soigneusement préparés pour tromper les enquêteurs. Il utilise un P30, l'arme du défunt, pour tirer une balle et s'assure que la douille correspondante est celle qu'il peut échanger. Dans un acte de désespoir et de détermination, il détruit un téléphone portable trouvé sur le corps de Ramirez, éliminant ainsi toute possibilité de connexion avec le passé criminel de l'homme. Ce chapitre met en lumière les thèmes de la moralité, de la manipulation et de la lutte pour le contrôle. Charcot, en s'engageant dans une voie sombre, franchit une ligne éthique,
tandis que Lucie est confrontée à ses propres dilemmes moraux. La tension entre leur désir de protéger leur famille et les actions illégales qu'ils envisagent crée une atmosphère de suspense palpable, laissant le lecteur en haleine quant à la suite des événements et aux conséquences de leur choix. La fin du chapitre, avec Charcot s'approchant de l'établi pour saisir un scalpel, annonce la montée d'une nouvelle escalade dans leur plan, créant une anticipation pour le lecteur sur ce qui va suivre.